Très bien. Bienvenue à toutes et à tous pour ce débat avec le lauréat 2019 du prix européen de l'essai Charles Veillon, Alessandro Baricco. Merci surtout d'être là à vous, Alessandro. On a donc un moment pour échanger ensemble. Avant cela, quelques mots. Je salue aussi les gens qui éventuellement nous suivent online, puisqu'il y en a peut-être. Et j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au nom, évidemment, de la Fondation Charles Veillon et aussi de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, qui organise maintenant rituellement un débat avant la remise du prix qui a lieu, en l'occurrence, ce soir. Et j'aimerais excuser notre chère doyenne, la professeure Marie Santiago, qui dans cette période très chargée ne peut pas être parmi nous ce soir et vous adresser quelques mots de bienvenue. J'aimerais aussi remercier le Lausanne Palace qui nous accueille ici, puisque rituellement nous faisions ces débats sur le campus de Dorigny, mais qui est très très occupé en raison de la situation actuelle et la division des classes d'étudiants. Et avant d'oublier, je vous rappelle, et je rappelle aux gens qui sont surtout online, que vous pourrez poser vos questions en allant sur le site slido.com ou slido.com, si on veut le prononcer en anglais, en tapant le code 65 862. Et donc, on verra bien si ça va marcher, mais j'ai mis mon téléphone sur la table et on pourra aussi recueillir un certain nombre de questions. Ce préambule étant fait, c'est pour moi un plaisir de présenter les personnes qui sont devant vous. Je vais commencer de gauche à droite. Tout d'abord, en ligne, Emanuele Coccia. Est-ce que vous nous entendez, Emanuele ? Je vous entends très bien. Très Merci bien. infiniment. Merci. Alors, c'est Merci. un plaisir de vous accueillir, Emmanuel, et vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Et j'aimerais signaler, parce que nous sommes toutes et tous amateurs de livres, que vous venez de publier un ouvrage qu'on se réjouit de lire. Moi, je ne l'ai pas encore lu, Métamorphose, un ouvrage qui, comme le dit la quatrième de couverture, affirme que la métamorphose, ce phénomène qui permet à une même vie de subsister en des corps disparates, est aussi la relation qui lie toutes les espèces entre elles, qui unit le vivant et au minéral. On se réjouit aussi de vous lire, mais là, vous êtes là pour discuter avec Alessandro Baricco. Ensuite, je vous présente Isabelle Collet. Isabelle Collet est professeure à l'Université de Genève. Elle est directrice de l'unité qui s'appelle Genre, rapport intersectionnel, relations éducatives. Donc son domaine, c'est l'éducation, mais dans une perspective de genre. Et si elle est là, c'est aussi, pas seulement, mais aussi parce qu'elle a écrit, elle a publié en 2019 ce très bel ouvrage qui s'appelle Les oubliés du numérique et les oubliés du numérique. Et on abordera entre autres cette question des oubliés du numérique. Et ensuite, Isaac Pante. Isaac Pante a finalement une double trajectoire ou une double identité, si j'ose dire. Il est maître d'enseignement de recherche à l'Université de Lausanne dans le domaine des cultures et des éditions numériques. Mais Isaac Pante est aussi écrivain et il est lauréat 2019 du prestigieux prix de la Fondation Édouard et Maurice Sandeau, qui salue finalement sa carrière déjà commençante d'écrivain. C'est un plaisir de vous avoir, Isaac. Et puis voilà, moi je suis Francesco Panese, j'enseigne la sociologie des sciences et de la médecine à l'université, mais je suis là aujourd'hui essentiellement comme membre du jury du prix européen de l'essai et pour animer le débat. Alors, je vais vous dire en deux mots comment ça va se passer. Tout d'abord, je vais donner la parole à Alessandro Baricco avec la demande de synthétiser sa thèse en extrêmement peu de temps. C'est un peu la mode ici, les thèses en 180 secondes, mais il n'y a pas le chronomètre qui va vous arrêter, Alessandro. Et ensuite, nous sommes convenus avec les participants de traiter de trois questions. Trois questions donc, qui donneront lieu à un dialogue, et puis évidemment, vous pourrez chaque fois intervenir, et aussi les gens qui sont en ligne. Donc trois thématiques plutôt. La première thématique qui sera lancée par Isabelle Collet, c'est la thématique du genre, ou la question du genre.
La deuxième thématique qui sera lancée par Isaac Panté, c'est la thématique des générations ou la question des générations, et donc toujours en lien avec le travail d'Alessandro Baricco, en particulier dans The Game, mais pas seulement. Et la troisième thématique qui est plus large et sans doute aussi plus floue, mais très intéressante. On va essayer de dialoguer, ou nos invités vont essayer de dialoguer sur la question de l'esthétique ou des esthétiques du game. C'est encore codé, mais je crois que tout ça va s'éclairer. Alors, on a peu de temps aujourd'hui, donc je donne tout de suite la parole à Alessandro Baricco. Encore une fois, merci infiniment d'être parmi nous. Et si vous êtes d'accord de vous plier à ce petit exercice, essayez d'exprimer votre thèse d'une manière extrêmement synthétique en quelques minutes. Bon, je te remercie, je vous salue, merci d'être venu ici et tout le monde qui est connecté dans le net. Et, bon, c'est très difficile, c'est presque impossible. Je juste peux expliquer qu'est-ce que c'est ce livre, parce que dans un livre, il y a des livres différents, je crois. Au début, c'est un livre de géographie, si vous voulez. Il fait des plans de ce qu'il est arrivé dans la révolution numérique. Parce que moi, premier, je ne savais exactement ce qui était arrivé. Je parlais de révolution numérique, mais je n'avais pas une idée claire de ce qui était réellement arrivé dans la séquence correcte. Je ne savais pas si, par exemple, Steve Jobs, s'il était dans les réseaux sociaux, par exemple. Voilà. Ou s'il est né Google avant que le web ou après. Bon. Ou Amazon et Google. Bon, je ne savais pas. Donc, alors j'ai compris que j'avais besoin de savoir bien. Sinon, je ne pouvais pas comprendre. Et donc, le premier travail que j'ai fait, c'est une sorte de séquence de plans dans lesquels vous pouvez regarder, contrôler et vérifier comme la révolution est née et comme elle est grandie, à travers quels outils et quelles techniques. Premier. Le deuxième, c'est un peu un travail archéologique. Et donc, si je vois ça, par exemple, et je l'interprète comme des ruines archéologiques, je peux imaginer la civilisation qui a produit ça. J'oublie pour un instant que je fais part de cette civilisation. C'est un peu une idée que je découvre ça sous la poussière dans 200 ans. 500 ans, un millier d'ans, et je découvre ça et je dois simplement reconstruire quelle était la civilisation qui avait imaginé ça. Et donc je vais étudier le fonctionnement, l'esthétique, le bout de tout ça, et puis je remonte à la reconstruction des gens et ce qu'ils avaient dans la tête. Et il y a après ça c'est la chose la plus émouvante, si vous voulez. La première des plans, c'est un plaisir, parce que j'ai découvert beaucoup de choses, j'étais ignorant, j'ai étudié beaucoup, et bon, j'ai essayé d'expliquer dans des termes très normaux que les gens puissent comprendre. Bon, c'est amusant. La deuxième, c'est vraiment émouvant, parce qu'il y a ce thriller de la découverte d'une civilisation oubliée. Et la troisième, c'est plutôt une partie de... c'est pas vraiment un jugement, mais de comprendre... Maintenant que nous savons ce que nous avons fait et pourquoi nous avons fait ça, la dernière partie, c'est un peu ma façon de dire, OK, c'est ça. Et donc, la question, c'est, ça me plaît, c'est un monde meilleur du monde dans lequel je suis grandi, qui était complètement analogique, ou pas. Et donc, vous voyez que le jugement... généralement, on commence de la fin. Chacun de nous a des on dit jugement, oui. Jugement, okay. Oui. Des idées très précises. Le smartphone va tuer l'amour. Voilà. Okay. Mon fils va devenir idiot parce qu'il est toujours là, qui joue aux jeux vidéo. Non? La digitalisation, c'est dangereuse, ou plutôt, c'est un paradis. Hein? Donc, on commence par ça. On a des idées, mais il manque les autres choses, souvent. Pas toujours, mais souvent. Et donc, le livre est construit au contraire. Il est construit aussi, au contraire, sur un aspect que j'aime beaucoup, que c'est ça. En général, la question qu'on a dans la tête, c'est quel est l'effet que les outils
numériques ont sur les gens, comme ils changent notre tête, notre façon de penser. Et le livre s'est construit sur un autre concept qui c'est une certaine façon de penser, d'être sur la planète Terre, une certaine façon d'avoir à la tête des idées, a produit une technologie. Et donc remonter à l'intelligence qui a produit cette technologie, qui ne sont pas la cause de quelque chose, mais sont surtout l'effet de quelque chose. Et donc, et ce mouvement, je crois que c'est très utile pour eux. D'un point de vue, c'est un instant, mais c'est fatigant. Mais c'est juste un instant. Quand tu fais comme ça, cloc, bon, tu vois tout, soudain, qui s'installe sur le plan, c'est mieux. Mais c'est un peu fatigant de faire comme ça. Et dans la première partie du livre, les 2 premiers chapitres sont ça. Clac. Bon. Et quand on a fait ça, vraiment, tout le monde dit bon. Et là, on commence à travailler pour. Bon. Et donc, la partie du jugement, je crois que c'est la moins intéressante parce qu'à la fin, ce sont des pensées à moi. Le reste, c'est géographie, histoire, archéologie. Ça, c'est mieux. Mais j'ai des idées, comme tout le monde, sur ce qui est bien, ce qui est mal dans la civilisation nouvelle, numérique. Mais bon, je suis surtout fier de première partie. Ça, plus ou moins, c'est le plot. Okay. Merci beaucoup, Alessandro Baricco. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas lu ce très beau livre, qui vaut aujourd'hui le prix européen de l'essai à Alessandro Baricco, c'est vrai que c'est un arpentage et en même temps une archéologie. Et la dernière carte de l'Atlas qui est contenue dans le livre s'appelle la recouverte du tout. Alors, j'ai peu, moi, m'exprimer sur ce livre que j'ai adoré, mais recouverte du tout, le rôle des femmes, à la fois dans la production de ce monde qui recouvre tout, mais aussi dans l'histoire de tout ce qui a permis cette recouverte du monde par The Game. Je crois que c'est une question tout à fait importante et j'aimerais vous donner la parole, Isabelle Collet, justement sur ce point-là qui est vraiment une question que vous adressez d'une manière tout à fait lumineuse dans votre ouvrage. Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment très, très honorée d'être ici. J'ai beaucoup aimé The Game. Je l'ai trouvé terriblement malin parce que c'est un livre qui parle à tout le monde et en particulier à des gens littéraires qui éventuellement vont se demander toujours si l'informatique, ça va vraiment les concerner. Et là, il y a une approche qui peut intéresser tout le monde, dont les personnes qui sont vraiment de culture littéraire, et c'est pas souvent. Et alors, effectivement, moi, je m'intéresse à la question des femmes dans le numérique. Je suis informaticienne de formation. Je suis devenue informaticienne probablement parce que je n'avais pas compris que c'était un monde d'hommes. À l'époque, je n'étais pas très observatrice. J'avais appris à programmer avec mon papa, donc je n'avais pas réalisé. C'est plus tard, c'est quand je n'ai pas trouvé de travail que j'ai réalisé que visiblement, mes employeurs pensaient que j'allais faire des quantités d'enfants dont je m'occuperais exclusivement et donc je n'étais pas employable. Donc je me suis mis à réfléchir sur cette histoire de l'informatique et j'ai découvert qu'au début, en tout cas dans la partie du codage, des femmes, il y en avait beaucoup. Alors, il y en avait beaucoup à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'informaticiens en général. Je vous parle là des années 50. Donc c'est quand même juste après-guerre, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui programmaient. De toute façon, il n'y avait pas d'études qui menaient à la programmation, il n'y avait pas de langage de programmation non plus. Les choses se faisaient au fur et à mesure qu'on les inventait, en quelque sorte. Et le prestige, c'était dans la construction du matériel. Ce qu'on appelait à l'époque le hardware, alors que le logiciel, appelé le software, était sans valeur. Je veux dire par là qu'il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas de carrière, il n'y avait pas de reconnaissance. Et si les termes hard et soft ont l'air genrés, c'est pas pour rien. C'est parce que dans le hardware, il y avait les hommes, comme aujourd'hui dans les sciences dites dures, et dans le software, il y avait les femmes. Et on avait comme ça, à l'origine, la première personne à écrire un programme informatique, c'est Ada Lovelace. C'est le 19e siècle avec un ordinateur mécanique, mais c'était une femme, et personne n'y a prêté attention. La personne a inventé la compilation, qui est un procédé essentiel en informatique, c'est également une femme, c'est Grace Hopper. Alors on y a prêté un peu plus attention parce qu'elle est devenue contre-amirale de l'armée américaine, mais c'était quand même extrêmement marginal. Et puis finalement, la première personne à porter le titre de ce qu'on pourrait considérer comme software engineering, c'est Margaret Hamilton, remise au goût du jour récemment parce qu'elle a permis de poser le module Apollo sur la Lune.
Et c'est à partir de là que le logiciel s'est mis à avoir de la valeur. Et comme chaque fois qu'un champ de savoir prend de la valeur dans le monde social, il se masculinise. Et aujourd'hui, dans le codage, en Europe et en Suisse en particulier, on est entre 11 et 15% de femmes, donc c'est absolument microscopique. Alors on peut se demander, ça va être quoi le monde numérique de demain ? La transition numérique de demain qui se fait avec finalement 90% d'un sexe et 10% de l'autre, par exemple, ça fait des enjeux dans l'intelligence artificielle qui sont très peu mixtes. Alors, un exemple tout simple, quand on parle à un logiciel de reconnaissance vocale, on s'aperçoit que c'est plus facile de se faire comprendre que si on est un homme que si on est une femme. Parce qu'au début, la reconnaissance vocale a été entraînée exclusivement avec des voix d'hommes. Alors, ce n'est plus le cas, de plus en plus, parce que les concepteurs se rendent compte que ce n'est pas stratégique, la reconnaissance vocale se met à reconnaître des voix mixtes. Mais quand on avait des femmes qui disaient « ça ne marche jamais avec moi, ces trucs-là », non, c'est l'inverse. C'est ces trucs-là qui ne sont pas doux avec elles, ce n'est pas elles qui ne sont pas douées avec les technologies. Et ça fait une sorte de mécanisme d'exclusion. Aujourd'hui est encore sortie toute une base de voix dans le monde du logiciel libre pour entraîner la reconnaissance vocale, c'est que des voix d'hommes. Et ça, ce n'est qu'un tout petit exemple. Je peux continuer ou je vais prendre On va peut-être revenir, Voilà. On aura le temps de revenir, mais du coup, j'aimerais vous adresser la question, Alessandro Balico. C'est vrai que dans votre ouvrage de Game, il y a un homme, ou plutôt un petit garçon, qui apparaît régulièrement, c'est votre fils, et il y a un dialogue, voilà, on ne va pas entrer dans les détails pour savoir si c'est un dialogue narratif ou bien si c'est un dialogue autobiographique, autobiographique. Mais c'est vrai que la question homme-femme, la question du genre, ne constitue pas une île du territoire que vous arpentez à proprement parler, mais peut-être que c'est une couche géologique. Réagissez peut-être aux propos et à la posture, finalement, d'Isabelle Collet. Non, quand j'ai commencé à construire l'histoire, une des premières choses que j'ai vues, c'était cette chose complètement absurde, que j'ai continué à me noter les choses qui ont été inventées, les premiers ordinateurs personnels, PC, les jeux, et on allait comme ça dans le web, dans Amazon. Bon, c'était une civilisation qui allait grandir. Il n'y avait pas de femmes, pas du tout. Et à la fin du jeu, j'ai fait une calculation. J'ai mis tous les noms des gens qui avaient créé les institutions, les companies, ou simplement ceux qui ont inventé WhatsApp, voilà, donc les inventeurs. Et il y avait cette longue liste de noms. Et quand j'ai regardé cette liste de noms, il y a quelque chose de vraiment d'absurde. Il y avait une femme, mais les autres, c'était, je crois, une centaine. Donc ça veut dire 99 hommes et une femme. Et cette femme, c'est un des inventeurs de Flickr. Je ne sais pas si vous connaissez Flickr, ça. oui, bien sûr. Flickr. Et en plus, le nom de cette femme, c'était Fake. Donc, je croyais qu'il était plein. Et ça, c'est complètement absurde, c'est la folie. En plus, après, je me suis aperçu qu'ils étaient tous blancs. Il y avait quelques Asiatiques américains, mais c'était vraiment une chose. Donc, il était des hommes blancs. Et dans la plupart, c'était des ingénieurs, des scientists. Il y en avait 2 qui avaient étudié philosophie, 2, et un qui avait étudié littérature française, qui a travaillé 2 années avec Zuckerberg, et puis il est allé travailler avec Obama, parce qu'il a dit, bon, ça, c'est pas pour moi. Donc, il a dit. Donc, c'est complètement... C'est pas l'intelligence du présent, c'est une partie de l'intelligence du présent. Ça vous explique aussi la construction mentale des choses, parce que c'est très masculin, c'est très américain, je veux dire, impérial. Il y a la puissance, il y a le mythe du capitalisme, du profit, il y a tout ça. Il y a vraiment, c'est une révolution qui a une génétique qui est n'est pas balancée, ok? Et c'est complètement comme ça. Et c'est pour ça que dans la dernière partie, j'ai noté un petit les choses qui sont urgentes à faire. Et une des choses, c'est vraiment de donner une balance différente avec l'intelligence féminine, avec l'intelligence des Européennes, avec l'intelligence humaniste,
avec l'intelligence des peuples qui ont perdu, pas les Américains qui sont toujours vaincus. Donc, ça c'est évident, vraiment. Et je me suis passionné presque sur ce problème-là, parce qu'en Italie, par exemple, la pionnière absolue de l'informatique, la première qui a avoir comment on dit, une cattedra, Une chair. une chaire en informatique à Pise, c'était une femme que j'ai rencontrée. Et donc, je lui ai demandé. Elle avait une explication qui, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est plutôt intéressant. Qu'en origine, c'était les femmes qui faisaient le software, parce qu'ils venaient de la erano ragionieri, ce qui fait La comptabilité. la comptabilité. Parce que c'était les femmes qui faisaient la comptabilité dans les companies. Et donc, on a pensé déjà que c'était une chose de comptabilité. Bon, les femmes, c'était mieux. Et donc, on commençait avec ce bureau, il y avait seulement des femmes. Et puis, elle disait que la différence, ce qui a cassé ça, c'est qu'à un certain point, l'ordinateur est tombé dans les maisons des gens. Et il est tombé là, surtout avec la jeu vidéo. Et alors là, il y avait une sorte de... C'était le père et le fils masculin. Et donc là, on a réalisé une sorte de précédence. Et on passait dans les familles que ce n'était pas intéressant pour la jeune fille. Parce que c'était surtout un jeu. Voilà. Et donc, et là a commencé cette sorte de différenciation aux États-Unis qui puis est devenue. Et puis, c'est comme tu as dit, dès qu'il y a un système de pouvoir, les hommes. C'est une sorte d'absurdité qui est. Moi, j'aimerais bien que Isabelle Collet revienne sur la question de l'invisibilisation des femmes, puisque vous avez écrit un chapitre en particulier qui s'appelle « Les mères de l'ordinateur ». Mais avant cela, si vous êtes d'accord, j'aimerais demander à notre collègue Kocha qui est en ligne s'il souhaite intervenir sur cette question gender et the game. Et oui, juste oui, évidemment, cette origine, disons, très spécifique à la fois masculine et blanc fait que parfois l'espace, cet outre-monde, comme Sandro l'appelle, cet outre-monde digital, ressemble beaucoup trop à un vestiaire de foot. En fait, c'est l'incarnation de l'enfer pour tous ceux qui ont dû vivre pendant l'adolescence ces espaces monogenrés assez horribles. Mais moi, je serais peut-être un peu plus nuancé par rapport à la comment dire, nuancé. Je ne sais pas si les considérations de Sandro allaient dans cette direction, mais je dirais que, comme pour la biologie, la génétique a un rôle mineur, en fait, ou un rôle qui est limité. C'est-à-dire, au fond, le fait que cette machine ait été créée, ou cet espace, cet outre-monde a été dessiné par de mâles blancs, n'enlève en rien la possibilité d'en faire des espaces complètement différentes, mais vraiment complètement différentes, au même sens que, disons, la génétique est toujours, non pas une indice, ou pas que l'indice d'une origine, mais la possibilité d'un mélange. Donc, la grande question, je pense, c'est, et c'est une question donc qui dépasse la question du genre, la question de la race, qu'est-ce qu'on veut faire de ces espaces, en fait? Au fond, je pense que pour moi, la vraie question, c'est évidemment qui doit passer aussi par une féminisation et une répartition plus équilibrée des femmes et des genres, pas que des femmes, des genres et des races, mais qui ne doit pas oublier la question principale, c'est-à-dire comme l'intuition fondamentale de Sandro, l'une des intuitions fondamentales de Sandro, c'est que Internet, c'est une géographie, c'est un vrai monde en fait. Donc, quelle est au fond la topographie, la géographie, quelle est la projection qu'on fait sur ce monde et du coup, comment ne pas reproduire au fond les erreurs qu'on a fait, qu'on continue à faire malgré tout
dans l'espace entre guillemets réel. Et cette question est encore plus complexe à mon avis que la question de la féminisation parce que ça implique une série de possibilités qui sont encore toutes à inventer en fait, véritablement inventer. Même quel sexe ultérieur, quel genre ultérieur va-t-on développer à l'intérieur de cet espace? Parce qu'à l'intérieur de cet espace, peut-être, on peut même inventer des gens qui ne sont pas forcément hommes-femmes ou qui ne doivent pas forcément reproduire les gens tels ou l'équilibre, non pas l'équilibre, mais l'identité des gens tels qu'on les a déterminés ici. Donc je dirais qu'il faudrait même radicaliser, accélérer ou étendre cette question dans une question encore plus vaste. Voilà. Très bien, mais du coup, j'ai envie de redonner la parole à Isabelle Collet, puisque vous êtes une spécialiste de l'intersectionnalité. Peut-on s'attendre, doit-on espérer une sorte de post-colonialisme sur le web, sur le net, sur Internet, dans les technologies digitales? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il ne suffit pas de mettre des femmes dans un endroit pour transformer l'endroit. Ça, ici. Et en particulier, actuellement, on laisse entrer en quelque sorte en informatique, ou s'acclimatent en informatique, y compris des femmes issues du même milieu que le milieu qui sélectionne les hommes. Après, elles ont plus ou moins de mal plus ou moins de facilité pour s'y maintenir, mais effectivement, ça ne fait pas la révolution. Par contre, comme c'est un formidable espace de discussion, de révolution et de création artistique, le cyberactivisme fait des choses extraordinaires, le cyberféminisme fait des choses extraordinaires, en particulier, effectivement, alors il y a une vieille plaisanterie qui dit sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien, et dans cette même série, on a sur Internet, c'est quoi le genre? Le genre, c'est simplement un jeu de pronoms. C'est-à-dire, en fait, vous choisissez avec quel pronom vous voulez qu'on vous interpelle, et vous n'êtes ni il ni elle, mais vous êtes le jeu de pronoms que vous avez choisi, et vous inventez absolument ce que vous voulez, parce qu'en fait, votre corps ne vous sert plus. Donc, toutes ces créations-là et ces inventions-là, il y a des endroits de la carte, en quelque sorte, où ces choses peuvent exister. Et investi par toutes sortes de disciplines. Je vous parlais du cyberart, c'est investi également par toutes sortes de disciplines. La seule chose, c'est que c'est un lieu de pouvoir, et en plus, c'est un lieu de fantasme de pouvoir. C'est-à-dire, quand on est bercé par les rêves et par les mythes informatiques, on peut oublier en quelque sorte que le monde virtuel est connecté au monde réel. On peut avoir le sentiment que puisqu'on a la main sur le monde virtuel et que chacun et chacune est plus ou moins obligé de passer par ces environnements pour interagir avec le monde réel, on peut oublier que c'est qu'une couche supplémentaire, et on peut avoir l'impression qu'à partir du moment où on programme le monde virtuel, on a la main sur le monde. Donc vraiment, on peut avoir des fantasmes de pouvoir très forts. Ce genre de pouvoir est plutôt transmis culturellement aux hommes comme femmes, même si les femmes peuvent tout à fait s'y retrouver. Et c'est aussi ces fantasmes de pouvoir-là qui bloquent un peu le fonctionnement et qui fait hésiter à partager le pouvoir. Parce que pour qu'il y ait dans l'informatique plus de femmes, plus de personnes issues des milieux défavorisés, plus de personnes issues des pays du Sud, etc., il faut aussi qu'on lâche un peu ce pouvoir. Ce n'est pas tant un partage de savoir, c'est un partage de pouvoir. Est-ce qu'on est prêt et prête à partager ce pouvoir? Ce n'est pas certain. Alessandro Baricco, sur cette question du pouvoir et des différences en termes de genre, mais non seulement de genre. Il y a quelque chose dans ce que dit Coccia qui est plutôt intéressant. C'est plutôt caractéristique de la pensée de Coccia, qui m'ajoute souvent. Parce que, en effet, nous employons beaucoup de temps à comprendre comme les problèmes qui venaient de derrière, ils s'appliquent dans les nouveaux landscapes. Okay? Et nous oublions que les nouveaux landscapes génèrent des nouveaux problèmes. Et ils changent complètement la question. Et donc, il y a quelque chose que c'est pas très clair dans ma tête, mais c'est plutôt clair dans la tête de Coccia, mais que, effectivement, quand je fais transiter les grandes questions, comme par exemple cette question sur le pouvoir, le féminin, le masculin, dans un landscape, un paysage complètement différent,
je peux perdre beaucoup de temps d'appliquer le vieux problème. Et dans ce temps-là, le système va générer des problèmes qui sont nouveaux. Et donc, je suis dans une sorte de retard. C'est vrai. Là, sans rien dire contre, pas du tout une réflexion qui amène les vieux problèmes de ça, mais c'est vrai que dans le même temps, on devrait comprendre que le problème est déjà changé. Oui, il est morphogénétique en quelque sorte. Oui, c'est comme ça. Ouais. Et ça, c'est une direction de réflexion très intéressante. Le temps est très court. J'aimerais me tourner vers la salle pour savoir si l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre avait une question à poser à n'importe qui, à Alessandro Barico en particulier, éventuellement sur cette thématique qui nous a occupé quelques minutes maintenant. Ça n'a pas l'air d'être le cas dans la salle. Je vais voilà. Ça, c'est une question que je reprendrai plus tard. Il y a une ou deux questions qui arrivent par le web. On va avancer, si vous le voulez bien, dans ce petit itinéraire qui est le nôtre aujourd'hui, pour aborder donc, la question des générations. On sait bien que la question des générations est toujours présente quand on parle de technique, encore plus quand on parle de technologie. L'idée est toujours qu'il faut toujours être formé, être socialisé à des techniques et qu'on serait plus ou moins socialisé en fonction finalement de notre âge ou de notre appartenance éventuelle à des générations. Il s'agit peut-être là aussi d'un stéréotype, il faudrait justement qu'on en parle, mais j'aimerais que Isaac Mante, vous introduisiez justement cette question des générations par rapport au game, par rapport à Internet et par rapport aux nouvelles technologies. Oui. Alors déjà, merci beaucoup pour ce livre, parce que moi, c'est un livre qui est très très utile. En fait, il va beaucoup me servir, dans le sens où ça fait des années maintenant qu'on est dans une situation un petit peu particulière, c'est-à-dire dans un cluster, même si aujourd'hui le terme est un peu problématique, mais disons on est dans un cluster en faculté des lettres, en l'occurrence, on a une section d'informatique en faculté des lettres. Donc ça veut dire aussi qu'on a un public très féminin sur ces questions-là, et puis on est typiquement dans un contexte où on pourrait penser que ça ne nous regarde pas trop. Qu'est-ce qu'on vient faire l'informatique là-dedans? C'est une question qui, il y a quelques années, on nous posait encore beaucoup. Et pourquoi de l'informatique en lettres, finalement? Et puis ça, on a de moins en moins besoin de l'expliquer. Donc ça, c'est déjà une assez bonne nouvelle. Et évidemment, on a de plus en plus de collègues aussi qui entrent dans la catégorie justement des, entre guillemets, vieux, d'accord, vieux collègues. Moi, je passe pour jeune, même si c'est plus si vrai que ça, mais disons, je reste dans les jeunes un peu informaticiens, alors que j'ai fait une formation classique, c'est-à-dire philosophie et autres, linguistique. Donc, je n'ai pas abordé évidemment l'informatique de la même façon que certains collègues avec qui aujourd'hui on négocie qu'est-ce qu'on va devoir donner, par exemple, dans les classes. Qu'est-ce qu'on donne? Il y a un grand processus actuellement qui se fait dans le canton, mais aussi au niveau suisse, pour augmenter les compétences informatiques. Et du coup, qu'est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on redonne un petit peu les choses des années 80, ou est-ce que le monde a un petit peu changé et puis il faut qu'on se pose les questions différemment? Donc, ce livre est très très utile parce que on voit de plus en plus autour de nous que eh bien, des collègues qui, il y a quelques années, en fait, se seraient dit « c'est pas pour moi », voire auraient eu une position très réactionnaire par rapport à tout ça, en disant justement « mais ça, en fait, c'est le capitalisme en marche et donc on ne veut pas en entendre parler », tout d'un coup ont une posture très différente. Mais ça demande une espèce de changement. Alors, quoi comme type de changement? Moi, déjà, j'ai eu un problème très simple, c'est que j'ai dû parler à des étudiants et des étudiantes, surtout, qui avaient justement une sorte de phobie par rapport à ces technologies. Donc, en fait, il fallait déjà passer ce clivage. Et comme de mon côté, j'écrivais aussi, eh bien, je n'ai jamais tellement abordé ça comme quelque chose on va dire, de purement mathématique. En fait, je ne l'ai jamais abordé comme ça, j'ai toujours abordé ça comme une langue. Et là, du coup, la métaphore est extrêmement puissante. Ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, et en particulier les femmes aussi, qui se disent « ah mais là, ça me parle déjà beaucoup plus ». Donc, dans ces thématiques-ci, on a vu ces dernières années, vous avez parlé des Contemporary Humanities. J'ai vu que c'est un des enjeux aussi de la Scholar Holden que de venir sur ces objets-là. Et on a beaucoup de collègues qui, il y a encore quelques années, peut-être auraient eu une position différente, voient que, effectivement, le game est en train de changer. C'est-à-dire des collègues en archéologie, par exemple, qui se rendent compte que, eh bien, dans le cas très particulier, par exemple, de Collar Palmyre, où il s'agissait de reconstituer un temple
qui avait été détruit par Daesh. Comment est-ce qu'on fait? En fait, on doit le travailler d'une façon, cette fois-ci, numérique. Et là, on va devoir aller chercher des partenaires avec qui on n'aurait pas travaillé avant, c'est-à-dire Ubisoft, à un certain moment, par exemple, intervient dans le processus. Et donc, on est de plus en plus nombreux, en fait. C'est-à-dire ce que vous dites ici, et qui, moi, correspond vraiment à mon expérience de ces dernières années, c'est que, c'est vrai, il y a des mondes qui tombent, des sortes de murs qui tombent entre différents domaines. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Et là, du coup, pour ceux qui n'y sont pas encore, on peut justement leur amener ça, donc c'est ça très très bien. Et dans ces thèses que vous avez à la fin, vous insistez beaucoup sur le fait que, alors justement, il faut une vision plus inclusive, plus de femmes, que ça ne soit pas que les perdants, vous le dites, qui interviennent, d'autres régions aussi qui travaillent, mais il y a une catégorie avec laquelle je trouve que vous n'êtes pas tendre du tout, c'est les personnes un peu âgées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous dites « Ah, les vieux vous le dites assez clairement à un moment, les problèmes dont on parle là, ce n'est pas les personnes qui ont connu, qui sont nées après Google, qui vont pouvoir les résoudre. » Et en un sens, je suis d'accord avec vous, parce que je pense qu'il y a un changement de schème de pensée. Et en même temps, je me rends compte que les étudiants et étudiantes que j'ai aujourd'hui, eh bien moi, je me disais, certains cours, on ne les donnera plus, par exemple. Il y a 5 ans, je me disais, ces cours-là, on ne les donnera plus parce que le niveau sera tellement monté que... Et ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire on a des utilisatrices et des utilisateurs de plus en plus chevronnés, c'est vrai. En ça, ils sont très jeunes par rapport aux vieux qui ne sont pas à l'aise avec un ordinateur. Mais par contre, ils n'ont pas de connaissance nécessairement de ce qu'il y a derrière. Donc c'est de plus en plus des boîtes noires. On sait de moins en moins, en fait, qu'est-ce qu'on manipule. Donc des gens qui ont pu créer des sites Internet, mais sans jamais programmer, par exemple, c'est apparemment plus nécessaire. Donc en fait, qui n'accèdent pas nécessairement aux schèmes de pensée qui sont nécessaires. Et là, dans votre livre, j'ai l'impression que vous allez vers ça, c'est-à-dire vous dites, il y a de nouveaux schèmes de pensée qui doivent apparaître, on doit les favoriser, mais ça ne sera pas aux vieux de le faire. Et j'ai l'impression qu'au contraire, en fait, on a des tas de gens à inclure dans le processus, notamment des collègues, je dirais, quelles que soient les disciplines, qui ont un peu cette attitude maintenant et se disent finalement ça ne me concerne pas. Ça serait les générations d'après. Et quand on leur dit, par exemple, sur les questions de cimetière, bon, le cimetière sur Facebook, quand quelqu'un décède, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on traite les traces mémorielles? Eh bien là, on a besoin de personnes qui peuvent, par exemple, mettre ça dans une profondeur historique et puis nous décrire qu'est-ce qui s'est passé au niveau des sépultures et qui, du coup, en fait, sont très rapidement de nouveaux experts du champ, mais qui, pendant un certain temps, ne voulaient simplement pas s'approcher de ça parce qu'ils disaient « Ouh là là, c'est pas moi », et avaient une certaine inquiétude. Donc moi, ma question par rapport à ça, c'est justement, j'ai l'impression que tout votre livre se dirige vers il faut qu'on fasse des contemporary humanities, on peut amener de nouvelles choses, et ces choses, c'est aussi des réactualisations des anciennes. Et donc ma question, c'est, dans votre enseignement à la Scuola Holden, comment est-ce que vous envisagez ça? C'est-à-dire, comment est-ce que vous envisagez en fait de transmettre ce type de compétences pour que les jeunes, entre guillemets, bénéficient aussi un peu de ces compétences qui sont catégorisées comme anciennes? Question difficile. Peut-être vous pouvez rappeler, Alessandro, Scuola Holden, qu'est-ce que c'est? Tout le monde n'est pas forcément au courant, très brièvement. Et après, évidemment... Oui, c'est difficile, mais bon, c'est une école qu'on a fondée à Turin il y a 27 ans, je ne me souviens plus, et a grandi comme une école de narration, de storytelling. C'est surtout fameuse comme une école d'écriture, mais la réalité, c'est qu'il y a des cours pour faire les séries télévisives, pour faire le web, les social. Mais il y a une sorte de tradition sur l'écriture, sur creative writing, qui est plus forte que le reste. Mais en effet, on a fait pour des années de storytelling. Et il y a 3 années, on a compris un petit peu que ça allait vieillir d'une certaine façon. Que le problème, c'était vraiment, maintenant, c'était de pousser les humanities dans le nouveau paysage de la civilisation numérique. Ça, c'est un défi énorme. Parce que si nous ne réussissons pas à faire ça, c'est le désastre, vraiment. Va être une civilisation vraiment différente, d'une façon radicale. Nous ne pouvons pas imaginer qu'est-ce qu'il va arriver. Donc, pour la plupart, la
quand nous parlons de humanities, nous parlons d'un héritage qui vient du passé. Et donc, c'est une question du passé, du futur, et tout ça. Techniquement, c'est un peu, le problème semble être de traduire dans un autre langage. Tout. C'est un peu comme quand on a commencé à imprimer. Avant, il y avait simplement les scribes qui faisaient ça. Bon, alors, avec Gutenberg, on a tué beaucoup de choses, hein, parce que toute la culture de l'oralité s'est perdue. La civilisation de la stampa, de l'imprimerie, a détruit des choses immenses. Hein. Mais on a choisi des choses, pas tout, on a choisi des choses et on l'a traduit dans cette forme. Et ça a créé la modernité. Ça, c'était le savoir pour tout le monde. Parce qu'avant, seulement l'Église et les puissants, ils avaient le temps et l'argent pour payer des gens qui copiaient une à une les exemplaires. Et donc, a généré un monde complètement différent. Et nous avons ce défi devant nous de traduire comme ça. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'adaptation des générations anciennes par rapport justement à l'enjeu de ce néo-humanisme digital? Comme disait mon collègue ici, alors il y a une partie qui sont simplement ils ont une résistance paresseuse à tout ça. Bon, ils ne veulent pas savoir de ça. Et bon, c'est légitime, mais c'est pas très utile. Et il y a des gens qui sont âgés aussi, c'est pas une question de ça, qui sont plus prêts à traduire et qui ont des capacités à traduire et qui peuvent être très utiles. Mais c'est un processus, et ça c'est un peu la question, hein, qui doit être imaginé par des gens jeunes. Parce que des gens qui sont fils du XXe siècle ont une sorte de construction de la logique qui n'est pas utile vraiment pour ces processus. Donc on doit avoir confiance dans les plus jeunes. De ça, je suis sûr. Et vous me demandiez de l'école, par exemple. Là c'est plus simple parce que c'est une école petite et on a 400 élèves. Et donc, on peut expérimenter beaucoup. Mais par exemple, chez nous, il n'y a pas histoire de quelque chose, il n'y a pas de discipline traditionnelle. On a fait une chose qui s'est exactement fille de ça. Vous voyez ça, il y a un écran, et il y a des fonctions. Bon. Et derrière, il y a comme une pyramide énorme de choses, non? De techniques, mais aussi de savoir et de gestes. Bon. Quand j'étais jeune, j'avais un téléphone, là, et je pouvais téléphoner, c'est tout. Si on aurait dit à moi que je pouvais faire des photos avec ça, je ne sais pas. Pourquoi? Mais pourquoi, non? Donc, mais le principe, c'est un principe, c'est pas du XXe siècle, c'est un principe qui ne m'appartient pas, et d'avoir, au contraire, de faire une synthèse de différents gestes et de les pousser dans un même objet. Et si vous imaginez tous les icônes que vous avez ici, comme des savoirs, l'anthropologie, la médecine, la poésie, la philosophie morale, philosophie... Bon, si vous imaginez tout ça, alors nous avons le devoir de traduire tout ça dans un écran comme ça. Et ça va émuler les savoirs, en fait, c'est ça l'idée. Pour accéder d'une façon plus brillante et en vitesse. Et ça veut dire amener en surface toute une verticalité qui est derrière. Et une chose amusante de ça, que dans l'icône de téléphone, il y a un vieux téléphone comme ça. Et dans l'Internet, il y a une boussole. Une boussole. C'est tout le savoir qu'ils l'ont détruit. Et il y a cette petite chose un peu de humour, de mettre le nom des décédés. Donc, et vous savez, il y a la montre d'une façon traditionnelle. Non? Bon. Et c'est une façon de n'oublier pas que ça, c'était le monde duquel nous venons et que nous avons fait une substitution de tout ça. Donc, c'est un peu la même chose. Par exemple, dans mon école, bon, ce n'est pas un modèle qu'on peut utiliser partout, mais juste pour un exemple, il y a toute une tradition d'écriture, vous pouvez imaginer, non? Il y a Flaubert, mais il y a le premier cinéma, il y a la poésie, il y a les Grecs, on étudie le grec antique chez nous. Il y a vraiment de la philosophie. Coach on pourrait se demander pourquoi un philosophe comme Coach il fait des leçons dans une école
de creative writing, parce qu'il y a vraiment toute cette humanities qui vont marcher dans une seule direction pour former quelqu'un qui peut raconter bien. Et donc, il y a tous ces qui sont plus ou moins les mêmes choses qu'on apprend à l'université, mais dans une structure qui ne sait pas ça. C'est comme une grande bibliothèque. Et dans cette école, par exemple, il y a 7 disciplines. Et dans ces 7 disciplines, il y a tout. Et tu vas rencontrer dans une discipline, philosophie, médecine, architecture, toutes les humanities qui sont là. Et ce sont des disciplines qui sont... Nous avons fait cet effort d'identifier les 7 capacités, skills, nécessaires pour vivre dans ce monde ici. Pas pour vivre dans un monde théorique, mais ce monde ici. Par exemple, à mon fils, le matin à l'école, ils apprennent des capacités qui sont très utiles pour vivre dans l'Italie de 1980. Plutôt utiles. Ils sont complètement... Non, pas complètement, mais pour la plupart, sont des belles capacités, mais ne sont pas utiles maintenant. C'est comme jouer au polo. Non. Oui, c'est beau, mais bon, dans le danger, bon, c'est pas très utile le polo, vous savez. Et c'est comme ça. Et donc, enfin, on a fait cet effort, on a identifié cette discipline. 7 parce que c'est ça, pas les 80 différentes classes de départements d'anthropologie orientale. Non, tu dois faire cet effort d'eux. Et ce sont les choses qu'on doit savoir pour vivre maintenant. Et ça, ils s'appellent comme avec des noms que nous avons non inventés, mais ce ne sont pas les disciplines traditionnelles. Il y a, par exemple, il y a harmonie. Bon, on doit apprendre à mettre les choses en harmonie. Les chaises dans cette salle, les proportions d'un château, d'une maison, d'une église, l'harmonie des couleurs, l'harmonie des sons, donc musique classique. Harmonie. Hein. Et derrière, harmonie, c'est un peu comme une icône, comme ça. Et derrière, il y a tout des humanities. Et il y a une chose qu'en français, c'est le design de la mente, c'est le design le processus de la tête, de l'esprit, design, ok. Comme tu as un problème et comme le mouvement de ta tête, ok. Ici, il y a une grande différence entre la civilisation du XXe siècle et la civilisation d'aujourd'hui. C'est vraiment, les premiers mouvements que tu fais sont complètement différents. Et alors, on va un peu apprendre le design de la tête, de la façon de penser, à partir de la logique de Cartésio, à partir de l'architecture des églises, de l'architecture des langages. On étudie grec pour ça. Mais puis, on termine en étudiant la logique de ces choses-là, qui est complètement différent. Mais reste que les usagers de ces choses-là sont transgénérationnels. J'aimerais bien entendre Isabelle Collet là-dessus. Est-ce que les générations du XXe siècle sont les oubliées d'Internet ? Alors, depuis que j'ai des relations avec l'informatique, en gros, depuis 35 ans, j'entends dire les jeunes sont bien plus habiles que les vieux, pour les vieux, c'est trop tard. Donc j'entendais dire quand j'avais 14 ans. Et aujourd'hui, je forme à des futurs enseignants et enseignantes du primaire, qui ont en gros 30 ans de moins que moi, et qui me disent « Oh là là, mais nos élèves sont bien plus doués que nous. » On a l'impression qu'indéfiniment, dès qu'on passe 18 ans, c'est perdu. Voilà, c'est fini. Et dans leurs exemples, il y a... Et d'ailleurs, leurs téléphones sont bien plus perfectionnés que le mien. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on a un téléphone extrêmement perfectionné qu'on maîtrise le téléphone. Pour les jeunes, le téléphone extrêmement perfectionné, c'est un peu comme une super marque de basket. Ça fait partie du style, ça fait partie du chic, et c'est pas forcément qu'on sait s'en servir. J'ai un collègue enseignant du primaire en France qui a voulu utiliser, pour accrocher des jeunes de quartiers défavorisés à un certain nombre de savoirs scolaires, qui a voulu utiliser le téléphone. Et là, il s'est rendu compte que ces jeunes ne savaient pas passer le clavier en majuscule pour faire un point. Alors, ils savaient regarder des vidéos sur YouTube, ils savaient liker, ils postaient sur Instagram, tout ça, c'était OK. Ils avaient un usage très ludique, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le chapitre où vous dites que Steve Jobs, dans la présentation de l'iPhone, il s'amuse. Effectivement, tout est là. Mais le savoir compétent,
puisque une application, on n'a pas besoin de l'apprendre, l'application, elle doit être auto-documentée, on a l'impression que tout est auto-documenté. Et en fait, tout ce qu'on ne sait pas, il n'y a pas besoin de le savoir. C'est-à-dire que les jeunes ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et alors effectivement, ils n'ont pas de frein, ils n'ont pas d'angoisse, ils n'ont pas de doute sur le fait qu'ils doivent l'utiliser, ça on est d'accord. Est-ce qu'ils en ont une connaissance compétente? Ça c'est une autre affaire. Et quand tu disais, il y a des cours, je croyais qu'on ne les donnerait plus, moi aussi. Par exemple, je pensais que tous mes étudiants sur Word savaient qu'on ne centrait pas avec la barre d'espace pour avoir un titre. Eh ben non. Voilà. Donc en fait, alors évidemment, centrer avec la barre d'espace, c'est pas ça qui va nous projeter dans le monde de demain, on est bien d'accord. Mais il ne faut pas surestimer les compétences des jeunes générations. C'est pas intuitif, c'est pas inné. Il y a une autre façon de penser. Ça, je suis d'accord. Une façon de penser. Et comme vous dites, les choses se montent à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut se demander quels sont les cerveaux qui ont généré les outils qui nous amènent à penser de cette façon-là. Par contre, il y a quand même des savoirs derrière qu'il va falloir continuer à enseigner. Et Emmanuel Ecocha, vous êtes toujours avec nous. La place des générations d'avant, Oui. les métamorphoses d'aujourd'hui. Alors, moi, je ferais peut-être un discours baréquien, quelque chose sur lequel Sandro n'est pas revenu dans les livres, mais pour répéter au fond sa manière de penser, on pourrait dire que The Game est la dernière révolution générationnelle qui a été faite justement par une génération pour empêcher qu'il y ait un cœur de guerre entre générations. En fait. Donc, c'est quelque chose, en effet, qui a été produit par des jeunes, mais pour rendre impossible qu'il y ait des décalages entre générations. En fait. Et je m'explique. Tout d'abord, il y a un problème d'ordre, par exemple, temporel, de chronologie, d'accélération du temps. En fait, ce qui s'est passé dans les dernières 40 ans, c'est une accélération technologique telle qu'en fait, tu peux pas. L'innovation n'est pas portée par une génération. Dans les passés, effectivement, les générations portaient dans l'espace d'une vie, quelque chose de nouveau, un regard nouveau. Là, les regards nouveaux sont produits par tous les iPhones sortent chaque année. Un an, ce n'est pas l'espace d'une génération. Donc, il y a vraiment la production d'un temps historique qui n'est plus d'ordre générationnel. Ça, c'est très, très important parce que c'est l'une au fond de conséquences majeures dans notre manière d'approcher l'histoire. Ce qui amène un peu ce que Isabelle disait, en fait, que les compétences sont distribuées non plus sur une base générationnelle. Moi, j'ai 40 ans et j'ai des étudiants. J'enseigne pas l'informatique, j'enseigne Harmonie, par exemple, à l'école Holden, mais j'enseigne aussi de la philosophie à l'école. Et je constate que j'ai plus de culture informatique et beaucoup de jeunes. Parce que la question n'est plus générationnelle, la question c'est d'alphabétisation. Et là, on revient au fond au choix d'Alessandro, à l'autre grande œuvre d'Alessandro qui est la Scuola Holden. En fait, pour alphabétiser à cette culture, l'opération est très complexe. Pourquoi? Parce qu'on doit mélanger les deux cultures. On doit à la fois s'emparer de la culture de l'algorithme, de la culture informatique, mais aussi maîtriser tout ce qu'il y avait avant. C'est à peu près les mêmes processus qui s'est passé avec l'invention de l'imprimerie. L'imprimerie inventée par Gutenberg et les jeunes, c'était à l'époque Luther. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils font des tracts, des trucs hyper violents pour révolutionner la société. Et ce n'est que, quelques ans plus tard, lorsqu'au fond, il y a eu toute une génération bizarre qui d'ailleurs ressemble beaucoup, à mon avis, à ce que Sandro même, des gens qui ont mêlé cet engouement pour l'innovation technique, Manuzio qui produit l'Octavo, le livre de poche, et une culture incroyable du passé. Donc, on réimprime un Octavo des classiques de la littérature grecque. Voilà le paradoxe. Au fond, c'est ça qu'il faudrait faire, c'est ça qui nous attend. C'est cette espèce de mélange entre les cultures, parce que, et je termine là-dessus, cet outre monde que Alessandro nomme The Game est un outre monde multi-âgé. C'est un peu comme un arbre. Vous savez, les arbres, ce sont des êtres sublimes parce que être un arbre signifie que tu as la base qui a 200 ans et des morceaux qui en ont 4 ou 3 mois.
Donc, au fond, The Game, c'est une créature de ce type-là qui n'est pas historique de la même manière et qui n'est pas chronologique de la même manière que la culture qu'on vient de quitter. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Koch. J'aimerais me retourner vers vous, Alessandro Vallico, parce qu'au début de votre texte, juste toujours sur cette même question des générations, au début de votre livre, vous expliquez bien que le biotope de l'invention de cette nouvelle forme d'imprimerie, si on fait l'analogie avec ce qu'avait écrit Elisabeth Eisenstein à l'époque sur l'histoire de l'imprimerie, les inventeurs, eux, sont des gens du XXe siècle. C'est même une sous-tribu un peu hippie, beatnik, localisée sur les deux côtes des États-Unis. Donc, juste votre réflexion, comment est-ce que vous réfléchissez, en même temps aussi en historien, en géographe, sur le fait que nous sommes les héritiers quand même d'une génération qui est avant nous, et qu'il y a dans cette salle des gens qui ont le même âge que les inventeurs d'Internet. Comment est-ce que vous pensez cette sorte de patrimonialisation et en même temps cette transformation à partir justement d'inventions qui aujourd'hui sont relativement passées, puisqu'on parle, disons, d'inventions qui datent de 40 ans, voire même un peu plus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est un peu comme dit Koch, c'est un peu comme un arbre. Je veux dire qu'effectivement, on dit souvent que les jeunes ont plus de talent, mais je ne sais pas effectivement si c'est ça. Ont une attitude différente. C'est simplement ça. Ils ne sont pas plus intelligents, plus, mais ils ont l'attitude à atteindre de l'expérience quelque chose de nouveau, de différent. Oui. Dans le livre, il y a ce petit anecdote qui c'est réel de ma vie. Un jour, je vois mon fils, c'était un peu le 2010, c'était comme ça, 2010. Il avait 3 ans, quelque chose comme ça. Et il est monté sur la chaise, et il y avait le journal ouvert sur la table. Et il avait 3 ans. C'était 3 ans après l'iPhone. Et c'était ouvert sur la page du sport. Et il y avait une photo d'un joueur de football qu'il aimait beaucoup. C'était petit, mais bon, il voyait un peu comme ça. Et il y avait cette photo grand. Et il regarde la photo et puis il fait avec les doigts comme ça. Et ça c'est simplement le truc qu'ils ont que nous n'avons pas. Parce que pour moi, il a été une sorte de chose qui est arrivée. Pour lui, c'est le début de tout. Et quand j'ai compris beaucoup de choses parce que j'ai resté un peu loin, je regardais et il a fait comme ça, elle n'arrivait rien. Et la déception, c'était évident. Et la déception des jeunes par rapport à la culture, par exemple, humaniste du passé. Parce que si tu n'obtiens cet effet-là, bon, cette tradition est morte. Et puis, il a fait une chose que je trouve plutôt douce, mais brillante, qui explique beaucoup de choses. Ça ne marchait pas, parce que bon. Alors, il a pris la page, il a un peu soulevé ça, il a regardé derrière, parce que peut-être il n'y avait pas la prise. La prise, qui s'est arrivé. Et puis, il n'y avait rien. Donc, il y avait des autres joueurs de football. Alors, il a remis tout ça, elle est descendue de la chaise. C'était la fin d'une civilisation. La déception, c'était total. Parce que l'utilité d'une photo, quand tu ne peux pas la modifier, l'agrandir, l'envoyer à un ami, c'est total. Parce que c'est une photo que tu ne peux pas... Bon. Vous voyez là que, bon, il y a une épargne de temps, mais non. Parce que pour moi, au contraire, j'ai appris cette possibilité. Mais il est né avec cette possibilité. Il est né avec ça, comme moi, je suis né avec la lumière. Clic, ça s'appelle lumière. Mon grand-père, c'était pas comme ça. Et alors, ça nous donne une sorte de différence de lieu de partance. Je crois qu'Emmanuel veut intervenir. Je vous en prie, Emmanuel. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste rebondir sur cette idée, parce que j'ai eu en fait, au fond, et là, au fond, je développe ce que Barrico dit dans le livre. En fait, au fond, comme Internet a été l'insurrection, si on suit cette idée de la génération qui s'est reconnue comme jeune contre les vieux, en fait, avant, c'est un monde qui interdit de devenir véritablement vieux. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est au fond, mais empêche de devenir vieux chaque année. En fait, on ne peut pas
on peut pas capitaliser une certaine expérience ou une certaine culture, car tous les 2 ans, 12 mois, 24 mois, il y a des choses qui nous obligent, qui obligent tout le monde à redevenir jeune. Donc, de ce point de vue, c'est aussi un monde qui a intégré une espèce de mouvement de rajeunissement Ouais. à l'intérieur de la technique. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas appliquer la logique générationnelle à ce type de phénomène. Parce que ça nous amène vers... encore une fois, on applique une logique qui était celle du monde d'auparavant à un monde qui est différent, en fait. Et dans lesquels, à 50 ans, tu dois à chaque fois apprendre des choses nouvelles, en fait. Donc, mais c'est intéressant. voilà. Isaac Panter, à propos de ce cycle de jouvence, ça vous inspire quelque chose? Oui, alors ce cycle de jouvence me parle beaucoup sur les objets, en particulier sur les dispositifs techniques, mais moins sur la langue qu'il y a derrière. C'est-à-dire que les langages derrière, que ce soit le HTML ou autre, gardent encore des traces et charrient en fait tout ce passé. Ils portent le passé de l'imprimerie. Par exemple, on distingue des langages par leur sensibilité à la casse. Est-ce qu'ils sont sensibles ou non aux majuscules? Et cette notion de casse... Donc la casse, la notion d'imprimerie. C'était la notion d'imprimerie, oui, justement, la haute casse, basse casse, etc. Donc en fait, ça, si on aborde sous cet angle, on retrouve de la continuité qu'on perd effectivement du côté des objets. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez une question à poser ou simplement un commentaire à faire derrière vos masques? Non, oui, je vous en prie, madame. Parlez peut-être assez fort, s'il vous plaît. Vous pouvez peut-être juste enlever votre masque pour parler. Peut-être juste pour réagir à ce que dit monsieur Koch, j'ai l'impression qu'avec la numérisation, on a surtout beaucoup... Un micro vous est tendu. Voilà, ça va être encore plus simple. Allez-y. Merci. J'ai l'impression avec la numérisation, la digitalisation, on a surtout énormément d'occasions de devenir vieux beaucoup plus vite qu'avant. Parce que si on loupe le coche une année ou deux, on peut assez vite sortir du game, en fait. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est une accélération, en fait. Plus des opportunités de vieillir plus vite qu'une opportunité de rester jeune plus longtemps. Donc là, on croise un peu le chemin d'Hartmut Rosa. Est-ce que l'accélération ne laisse pas justement des gens sur le bas-côté? Peut-être Emmanuel Ecoch, vous avez entendu la question? Oui, je l'ai entendu, bien sûr, mais... en fait, vous savez, je réponds avec une anecdote. Dans l'un des ouvrages de Platon, Platon à un moment dit une chose très belle, c'est-à-dire que devenir plus vieux signifie toujours devenir plus jeune. Parce que, en effet, moi j'ai 44 ans, mais ça veut dire que mon enfance devient encore plus jeune de ce qu'elle était il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc. Donc, comment dire, les deux processus sont exactement les mêmes, sauf qu'on a une tendance à mettre l'accent sur les vieillissements, sur on devient obsolète, etc. Et à ne pas comprendre que ce devenir obsolète, c'est exactement, même d'un point de vue biologique, c'est exactement la même chose du rajeunissement. En fait, comment dire, si vous me permettez cette blague, mais qui se réfère plus à la tendance, disons, Hartmut Rosa, que ce n'est qu'un vieux qui peut ne pas comment dire, qui peut regarder la jeunesse comme quelque chose, comme un âge sur lequel il n'y a pas une pression énorme, une violence énorme, une nécessité de se mettre comment dire, à jour tous les 2 secondes, en fait, et de regarder ça comme quelque chose qui relèverait juste de l'âge des 50 ans, etc. Donc, en fait, ce vieillissement dont on parle, c'est exactement la jeunesse, l'adolescence, c'est ça. Mon adolescence, c'était ça, c'était l'impossibilité de rater une seule épisode, je ne sais pas de quel bande dessinée, dessin animé à la télé, en fait. Donc voilà, c'est ça, la jeunesse, c'est très très violente et c'est cette volonté de vivre avec son temps. Et
et ça fait partie de la vie, ça ne fait pas partie forcément d'une époque ou de l'autre. Alessandro, quand je me retourne vers vous, donc vous êtes d'accord avec ça, disons, l'idée qu'on peut échapper au vieillissement biologique en restant finalement dans un jeunissement, comment dire, phénoménologique, pour utiliser des grands termes? Ah, c'est compliqué. J'ai un petit peu mal à la tête. Ah d'accord. C'est peut-être une question d'âge. Oui, c'est difficile. C'est un peu comme le dernier film de Christopher Nolan. Avec tous ces croisements de temps, vieillissez, la jeunesse, toutes ces choses de temps sont compliquées. Moi, je ne sais pas, je le suspecte. On dit suspecte? Oui, je suspecte. Que, en tout cas, dans une civilisation quelconque, dans toutes les civilisations du monde de l'histoire, il y a un rendez-vous qui nous appelons vieillesse et on doit aller-y. On ne peut pas... Bon, tu dois aller. Tu dois aller, et là-dedans, il y a, on dirait, quelque chose de très riche et très merveilleux. Je vais découvrir plus tôt ou tard. Mais c'est un endroit, un rendez-vous qui existe et qui fait partie de la vie. Et il semble être bien mieux que comme soupçon. Et donc, dans la civilisation numérique, ça ne va pas changer. À la fin, on devient vieux et il y a là quelque chose de nous. Et nous avons un rendez-vous avec cette partie de nous-là. Et bon, on y va. Et donc, sur cette question, je serais plutôt primitif. Ça ne change rien. Et quand je vois dans l'Iliade, il y a le vieux Nestor, il y a les jeunes, les plus jeunes de tout qui est Achille. Bon, Achille, je oui. vois comme un chemin et rien n'a pu changer vraiment. Mais je vous propose, sans transition du coup, de passer au troisième volet. Comme vous le savez, Alessandro Baricco n'est pas seulement essayiste, auteur de games, vous êtes aussi romancier, vous avez expliqué que vous avez créé une école et vous avez décrit un peu ce que vous faites dans cette école. Et on sent évidemment, enfin non pas seulement on sent, mais on sait chez vous cette passion pour le récit, pour la narration, pour le storytelling, pour utiliser ce terme un petit peu plus récent. Et je crois que c'est une passion que vous partagez avec Isaac Pante, puisqu'il est à cheval finalement, ou je ne sais pas si on peut dire à cheval, ou entre deux, au bord de la falaise, entre la littérature d'un côté, c'est-à-dire l'art du récit, mais aussi la compréhension, je dirais, du game, ou la compréhension du numérique. Et c'est pour ça qu'on voulait ouvrir ce dialogue sur la dimension, je dirais, esthétique du game, parce qu'il y a de la narration. Quand on discute avec des informaticiens, ils parlent de la beauté de leurs algorithmes, enfin, etc. Et donc, on va ouvrir cette porte, et j'aimerais bien que, Isaac Pante, vous puissiez justement l'ouvrir bien mieux que moi. Et pour moi, il y a un véritable enjeu qui est apparu simplement au fil du temps, c'est-à-dire que d'un côté, pendant très longtemps, ces choses sont restées très séparées. Il y avait l'écriture à la maison, et puis il y avait l'informatique à l'université que j'enseignais. Et puis petit à petit est arrivée la publication numérique. Et la publication numérique, eh bien, c'était tout d'un coup, voilà, un objet qui était un peu entre deux. Pourquoi est-ce que je ne sortirais pas mon prochain roman justement en numérique? Et du coup, comment est-ce que je le fais? Et tout à coup, en fait, ces domaines ont commencé à se mélanger. Et c'est vrai que ça fait des années maintenant. Alors maintenant, il y a de plus en plus de publications qui portent sur ces thématiques-là, l'esthétique du code. On a des concours de poésie, de codage informatique qui se lancent. Et ça, c'est autant d'initiatives en fait qui viennent un peu mélanger les choses. Et c'est vrai que en discutant avec des amis développeurs, développeuses, eh bien, ça arrive assez souvent qu'on puisse avoir le même type de sentiment qu'on peut avoir quand on lit Novecento. On trouve cette phrase assez incroyable, et puis tout d'un coup, on lit un code informatique. Puis là, cette ligne, elle est extrêmement élégante, extrêmement efficace. Et ça, c'est aussi quelque chose, j'ai l'impression, effectivement, qui gagne à être valorisé, parce que du coup, en fait, on rassemble beaucoup plus de gens. On pose un autre regard. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre aussi, et ça répond peut-être à la question d'avant, ou ça complète en tout cas la réponse qui a été faite par M. Kocha, c'est que en mettant les objets en perspective, donc le baby-foot, et puis tout d'un coup Space Invaders, on met tous ces objets en perspective, on accède à quelque chose de plus. On rapproche des objets qui n'auraient pas été a priori rassemblés. Donc, est-ce que vous avez dit qu'il y a des cours justement qui portent
sur le développement web, par exemple, à la Scuola Holden, et que de façon générale, vous approchez ça sous cette thématique, harmonie et d'autres thématiques. Est-ce que vous avez une expérience de codage? Est-ce que les étudiantes sont sensibilisés à ça, c'est-à-dire à la beauté du code informatique? Et est-ce que vous faites des parallèles, en fait? Est-ce que vous favorisez ces parallèles-là? Ça, c'est un point très technique. La beauté du code, c'est quelque chose qui vient de la beauté de l'algorithme, Ouais. la beauté de la mathématique. Et là, il y a une esthétique de la mathématique. Si tu parles avec quelqu'un qui vraiment, c'est un mathématicien avec une grande passion, il parle de beauté. Il regarde un théorème comme moi, je regarde une poésie. Parce qu'il y a une beauté. C'est très difficile pour moi de comprendre cette beauté, parce que je ne connais pas la grammatique de tout ça. Et pour lui, c'est plutôt difficile de prendre la beauté absolue d'un sonnet de Dante, par exemple, parce il y a une grammatique différente. Et donc, si ça c'est le point, je peux bien comprendre que pour un programmateur, il y a un code qui c'est magnifique d'un point de vue esthétique. Oui, je suis sûr. Je ne peux pas apprécier, mais c'est comme de temps en temps quand j'entends de la musique contemporaine. Bon, je ne peux pas apprécier. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y a une beauté pour quelqu'un, on doit reconnaître. Voilà. Et après ça, il y a toute une sorte d'esthétique logique, grammatique du digital, du numérique, qui effectivement, c'est différent. Bon, ils ont vraiment je me rends compte que quand je fais quelque chose qui c'est en ligne, je ne possède pas tous les éléments pour juger ce qui est mieux. Maintenant, j'écris un texte qui s'est fait de 33 fragments, et c'est tout un texte sur la pandémie. Et j'ai décidé de faire pas ça en papier, mais faire simplement comme un site web qui va apparaître dans 15 jours. Et je travaille dans la construction de ce site avec des gens qui font ça dans la vie. Ils sont plus jeunes, mais c'est pas assez important ça, mais ils font ça tous les jours. Et ils font les réseaux sociaux. Et je suis à la table et je me rends compte qu'il y a une sorte de logique différente, une esthétique différente. Quand je dis des concepts qui sont aussi pas si idiots, mais ils m'expliquent que si ça c'est bien, c'est logique, mais ça ne marche pas. Donc, parce que c'est vraiment un jeu avec des intelligences différentes qui sont nos intelligences, mais dans un instant différent. C'est pas la même intelligence que tu as quand tu regardes un film au cinéma ou tu joues un match d'échecs. C'est différent. La tête bouge de façon différente. Et là, il y a vraiment une esthétique des couleurs, par exemple, ou des formes, qui est une précédence, où vont les yeux. Et il connaît très bien comment il bouge les yeux dedans une image qui est en ligne. Et là, c'est une grammatique. C'est Une grammaire, oui. C'est une grammaire spécifique qu'on peut apprendre. Mais si tu es là-dedans, tu la reconnais. Sinon, c'est pas simple. Mais Alessandro Barillo, justement, à propos de cette grammaire, et peut-être aussi j'adresse ma question à Isabelle Collet, on sait bien que cette grammaire, elle poursuit aussi des intérêts. On voit de plus en plus de documentaires sur la question de la captation de l'intention. Donc il y a un lien étroit entre valeur de l'attention des utilisateurs et esthétique. Est-ce que vous avez aussi un point de vue critique par rapport à cet usage, ou peut-être mésusage de l'esthétique, mais peut-être que, Isabelle Collet, vous pourriez peut-être prolonger cette question, puisque je sais que vous êtes spécialiste de ça, entre autres. Alors, il est certain qu'il n'y avait pas eu que des bonnes intentions derrière le côté fascinant et attractif des smartphones en particulier. Et il y a un nouveau média suisse qui s'appelle ID News qui a fait un excellent dossier qui s'appelle « Votre cerveau a été piraté », où ils expliquent par exemple comment tout est fait pour nous capter. Et dans les conseils, alors il y a des associations qui se posent des questions sur comment échapper à cette fascination, par exemple. Et l'un des conseils est de passer son écran dans un mode plus terne, parce que c'est moins joli, les couleurs sont moins attirantes, dans un mode plus terne, plus gris,
Voilà. Comme ça, c'est moins attirant et on est moins fasciné par l'esthétique de son téléphone ou des applications, etc. Euh, Puisque je suis aussi ici pour parler de genre, il y avait eu aussi tout un débat, alors qui est un peu ancien maintenant, ça remonte aux années 90. Sherry Turkle, elle avait écrit dans un livre qui s'appelait Life on the Screen, qu'il y avait deux esthétiques qui s'opposaient, l'esthétique du Macintosh versus l'esthétique du PC. L'esthétique du Macintosh, c'était un peu, si on fait référence à Lévi-Strauss, le bricolage, une logique floue, on assemble des machins et on voit si ça marche, on essaye. Et l'esthétique du PC, qui était l'esthétique de l'ingénieur, avec la maîtrise et le contrôle sur la machine, avec évidemment, d'un côté, elle l'associe au féminin, de l'autre côté, on l'associe au masculin. Tout ça, c'est jamais des choses qui m'ont complètement convaincue, parce qu'en fait, et comme pour les langages de programmation, il y a aussi des logiques et des raisonnements différents. Je pense que les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, fonctionnent ou ne fonctionnent pas selon différentes esthétiques, et on peut, à mon avis, ni les catégoriser ni par âge, ni par sexe, ni par quoi que ce soit. Par contre, il est certain qu'il y a des gens qui sont plus facile à attraper avec de l'addiction, quelle qu'elle soit, que ce soit de la cigarette ou du téléphone, et que oui, pour ces personnes-là, il y a des routines et des efficacités derrière qui ne sont pas faites pour leur faire du bien, ça c'est certain. Alessandro Balli, quand sur cette question, disons, des enjeux de l'esthétique du game, comme captation de l'attention, il y a un peu comme, c'est une médaille à deux faces, enfin l'esthétique, il y a un peu l'esthétique, on a envie de dire, cultivée, celle qui renvoie à des grammaires, mais des grammaires qui font partie d'un style de créativité. Et de l'autre côté, il y a l'esthétique, on retrouve aussi dans le marketing, qui vise justement à capter des cerveaux pour leur vendre des choses. Quand on dit toujours, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc il y a aussi cette esthétisation-là de la relation au contenu du game. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Hein. Non, non, là, c'est une chose qui m'énerve. Ah. Vous Allez-y, voyez allez-y. la main qui fait comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu cette film qui est produit par Netflix, c'est le Social Dilemma. Oui, le dilemme, oui, social dilemma, le dilemme social. Bon, j'ai commencé, j'étais dans mon fauteuil très calme, j'ai commencé à voir ça. À la fin, je pourrais détruire tout avec la chose de baseball, la télévision première, bam, bam, comme ça. Donc, je suis pas. Non, non, c'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ça. Non, c'est une chose que je n'aime pas, cette position. Je crois que c'est une forme de fausse intelligence. Tout sont très logiques, tout sont plutôt réels, et trop logiques, trop réels, mais il n'y a pas la capacité, Capacité ou capacité, on peut dire les deux. la capacité de voir le phénomène, tout le phénomène. Tout le phénomène. Chaque fois, je me souviens de cette chose qui est historique, et je vous prie au moins de réfléchir sur ça et d'amener chez vous cette mémoire, qui sont les notes des médecins qui, dans le 19e siècle, signaient l'interdiction de la lecture des romans pour les femmes. Et ce sont des documents qu'on peut trouver très simplement aussi en ligne. Et ce sont l'exemple de la faute que nous pouvons faire pour trop savoir, pour trop intelligence, pour trop vigilance. Voilà. Et c'est plutôt agaçant, parce que le problème, c'était le même, la captation du cerveau. Et il disait des choses très logiques, très, très logiques, ces médecins. Il parlait des femmes surtout pour deux raisons. La première, parce que c'était une civilisation masculiste, on dit. Bon. Donc les femmes, c'était plus fragile, plus... Bon, voilà. Folie. Et l'autre chose, c'est parce que les femmes, c'était les gens qui lisaient. Parce que les hommes, parce que c'était chez eux, et elles lisaient les romans. Et les hommes lisaient plutôt des manuels scientifiques et tout ça, ou théologiques, ou des choses de la vie, bon, mais pas de romans. Donc c'était un peu une activité.
Et si vous pensez à Madame Bovary, c'est effectivement l'histoire, je vous traduis, une histoire d'une femme, donc un être un peu fragile, débile, qui perd sa tête dans le net, dans les réseaux sociaux, et de là va jusqu'à la fin à détruire soi-même, la famille, les institutions, la moralité, et tout ça. Parce que la faute de Madame Bovary, c'est de mourir derrière les romans. Okay? Et il faisait des listes des choses. Et vous prenez des listes des conséquences de la lecture des romans, la conséquence, et vous prenez cette liste et vous les adaptez à les enfants qui jouent aux jeux vidéo. Et il y a les mêmes conséquences. Et ce sont les conséquences pour lesquelles nous disons « arrête-toi de ». Mais c'était la même chose. Ils ne mangent plus après avoir lu trop. Ils ont une sorte d'incapacité à l'activité. Ils ne travaillaient plus dans la maison, parce qu'il y a encore un chapitre. Donc, et puis il arrivait le mari, et à la table, il n'y avait rien. Bon, alors cette sorte de... Et puis, fantastique, la captation du cerveau. Et ils avaient peur, parce que tu lisais, tu étais une femme de Reims, mariée avec un médecin, tu lisais Madame Bovary, et bon, non, pour les hommes de cette période-là, c'était un risque, parce qu'il allait devenir comme Madame Bovary. Et puis, ils avaient bien clair le plus grand des risques, c'était de perdre une identité et de devenir, de se sentir l'héroïne du roman. Bon, revenez. Tout ça, c'est exactement, tous ces effets sont les effets que nous cherchons quand nous écrivons. Toutes ces choses-là. Si j'écris un roman et vous oubliez d'aller prendre votre fils à l'école, bon, mon boulot a fait bien. Je me réveille le matin pour écrire un roman, le bout duquel c'est la captation de mon cerveau. Et maintenant, nous poussons la lecture de romans dans les écoles. J'ai des gens qui ne veulent pas lire. Et ça va devenir la même chose entre 200 ans. Des gens qui disent non, tu dois jouer à FIFA, tu dois jouer Please. À l'école, on donnera 3 jeux vidéo chaque été pour chacun élève. Tu dois faire ça. Voilà. Et on n'a appris rien de ça. C'est rigolo maintenant de lire ces documents de médecine. Et nous faisons la même faute. Mais pourquoi? Parce que c'est tout juste. Si tu vas et tu regardes tout le monde et le phénomène, et la question c'est, OK, tu veux une femme qui reste plus réaliste sur l'objectivité de la réalité et qui ne lit jamais des romans, ou tu préfères une femme qui lit des romans et va au cinéma et tout cela, et donc de tout ça à une sorte de vague qui rend la vie un peu plus difficile. Voilà. Choisis, qu'est-ce que tu veux? Il y a un qui s'enlève et dit « Moi, je préfère interdire complètement les romans. » Oui, parce que le monde est meilleur. Le monde est meilleur et donc... Et il y a une observation, excusez-moi si je suis un peu longue, mais je m'énerve sur cette chose. C'est bien. Il y a une observation dans ce film, et c'est une observation qui se rencontre beaucoup, qui disent ah oui, d'accord, mais le fait que maintenant c'est changé, parce que c'est bien puissant, bien plus puissant maintenant. Oui, c'est vrai que déjà dans le roman c'était comme ça, mais maintenant c'est bien plus puissant. Et il commence à expliquer pourquoi c'est bien plus puissant. En oubliant que si tu étais un homme du 19e siècle, dans le 1834, une chose comme un roman de Flaubert, c'est l'idée même de la puissance. C'était trop puissant pour eux. Et dans les loges des théâtres, les gens, en écoutant la musique de Rossini ou de Beethoven, s'évanouaient, on dit. C'était trop fort. Le romantisme musical a été trop fort pour les gens. Les gens étaient malades de ça. C'était toxique. Il y avait des jeunes filles. C'était trop fort. C'est toujours trop puissant. Ce n'est pas maintenant que c'est trop puissant. C'est toujours trop puissant. Vous prenez une page de Flaubert
et une page, quelconque, plus ou moins, de Madame Bovary. Et dans une page, vous trouvez la description d'un lieu que vous n'avez jamais vu, et vous le voyez. Et puis, il y a des gens qui parlent, et vous écoutez. Vous êtes assis dans un fauteuil. Et à un certain point, il y a le paysage, il y a la chambre à lit, il y a lui, elle et le mari qui parlent. Tu es là, tu es chez toi, mais tu es là. À un certain point, tu sais, point, majuscule, et Emma, elle pensa que dans cet instant, tu es dans la pensée de cette dame. La vitesse du net est rien. Faites comparaison avec ça. C'était des gens qui n'avaient pas la télé. C'était des gens qui n'avaient pas la musique électronique. C'était des gens qui n'étaient jamais montés peut-être sur un train qui marchait plus en vitesse que 50 km. Et tu les prends les cerveaux, et tu fais faire cette danse entre la réalité, la place et les pensées des gens. Et puis tu sors et tu entends la voix de Madame Bovary. Et puis il y a quelqu'un qui c'est comme Dieu qui t'explique quelque chose d'elle. Et puis tu rentres et ils te disent qu'il y avait une senteur de parfum de lilas. Et puis on entend don la clocharde, la cloche dans le loin. Et tu regardes, il y a la brume, il y a la nuit. Et tu regardes la chaleur de tout ça. Et WhatsApp, c'est trop puissant. Vous êtes fous de ça. C'est une forme d'intelligence drôle, mais c'est inutile. C'est complètement inutile. C'est vrai qu'on devrait se défendre des romans. Si vous avez un fils qui passe tout le temps à lire un roman, qu'est-ce que vous pensez? Tu ne peux pas aller faire un petit peu de sport, par exemple. C'est vrai que la quelconque est dangereuse si tu fais toujours ça. La quelconque. Mais il y a des choses les plus grandes de notre tradition humaniste qui c'était des objets toxiques qui avaient seulement le bout de catch your brain. Vous pensez Wagner. Oh, mais la musique de Wagner. C'est systématiquement quelque chose pour capturer votre cerveau et faire de vous des animaux qui n'ont plus de pensée, rien. Rossini, c'était la même chose. Verdi, il travaillait pour ça. Il se réveillait le matin pour faire ça. Donc c'est toujours comme ça. Nous avons une tradition énorme de ça. Les effets jottent la perspective, la première fois. Trop puissant, trop fort, interdit. Les premiers impressionnistes, une image qui devient l'image que tu as dedans. Trop fort. C'est tout trop fort. Et aussi WhatsApp, si vous voulez. Mais c'est une histoire que nous avons. Nous sommes comme ça. Nous aimons grandir avec des choses qui sont toxiques, traumatisantes et trop fortes pour nous. Nous avons fait ça par des siècles, et maintenant, il arrive quelqu'un qui dit « oui, mais cette fois, non ». Alors je m'énerve et je donne des réponses trop longues et je m'excuse. Non, mais pas du tout. Mais c'est vraiment un débat. Donc, merci justement pour ça. Je me retourne juste vers Emmanuel Ecocha, puisque vous êtes en ligne. Peut-être une réflexion et après, je vais voir s'il y a encore des questions en ligne ou dans la salle. Je vous en prie, Emmanuel. Alors, je partage entièrement cette langue et très, très justifiable contre le misogynisme de Sandre. Je voulais la prolonger, mais prolonger aussi ce que Isaac a dit à propos de la fusion entre l'écriture esthétique et l'écriture informatique, en fait, de cette fusion. Il y a un très, très beau livre que j'imagine tout le monde connaît, qui est sorti il y a quelques ans, écrit par Kenneth Goldsmith, les grands artistes new-yorkais, qui s'appelle Uncreative Writing, et qui a une réflexion extrêmement intéressante tout d'abord sur les faits. Ce livre part du constat en fait que la révolution informatique, en fait nous a obligés à ça a été la revanche de l'écriture, la revanche du texte. On passe tous les temps à écrire en fait grâce à cet outil en fait. Au lieu de parler aux gens, on écrit. Donc, il y a des effets de suralphabétisation ou d'alphabétisation augmentée, différents, etc. Et il y a des effets aussi de transformation de l'idée d'écriture. Parce que non seulement on écrit avec ça,
mais on écrit à travers des choses qui ont été codées, c'est-à-dire écrites. Il y a un chapitre sublime où il compare le code avec la poésie concrète des avant-gardes du XXe siècle, avec le même geste que Sandro fait dans les livres, de montrer qu'une révolution technique est toujours aussi précédée par et véhiculée par une révolution esthétique. Et l'idée, c'est que voilà, ça transforme l'idée d'écriture parce que c'est une idée d'écriture. L'expression du soi est impossible. Donc, la beauté est par excellence différente de la beauté, disons, romantique au sens traditionnel du terme. Et ça, pour conclure, en fait, qu'est-ce que ça, le fait qu'il y ait partout de l'écriture, ça dit qu'il y ait partout de la beauté, mais de la beauté au sens rhétorique du terme. Et c'est ça dont, je crois, Sandro parlait. Le fait que, mais depuis Platon, depuis les origines ou les premiers bégaiements de cette culture, on a un souci avec la vie de la parole, avec le fait que parler signifie capturer, happer, hanter l'autre et lui ouvrir les cerveaux et lui mettre des choses qui n'étaient pas là, en fait. C'est juste de la rhétorique. Et c'était, comment dire, le cas chez Platon, c'est le cas maintenant avec WhatsApp. Et évidemment, il y a face à la puissance de la parole, à la puissance de l'écriture en plus, parce que l'écriture est une parole surdouée, au fond, parce qu'elle peut arriver là où il n'y a pas la voix. Évidemment, il y a toujours de la peur, mais comme Sandro disait, c'est seulement en dépassant de cette peur qu'on peut grandir. Sinon, on restera toujours des petits adolescents face aux mots de leurs parents. En fait. Donc, voilà. Merci. Donc, bon, là, il y a une question il y a plusieurs raisons qui sont arrivées. J'aimerais en choisir une, si vous êtes d'accord, Alessandro Barrico, pour terminer. On a parlé finalement des effets, des choses écrites sur soi. Hein, voilà, je ne vais pas résumer ce que vous avez très bien montré. Et là, quelqu'un qui est un anonymous, donc je ne sais pas qui c'est, pose cette question et dit... Il vous la pose à vous. Que pensez-vous des termes philosophiques associés au monde de la technologie ces dernières années, tels que bienveillance, agilité, résilience, etc. Donc, il me semble que cette personne qui nous suit vraisemblablement en ligne ou dans la salle pose la question de que pensez-vous de doter finalement d'intention une technologie ou des technologies avec ces termes bienveillance, agilité, résilience. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ? M'inspire que pour moi, la connaissance de plus près, de plus proche de la révolution numérique m'a poussé à imaginer des catégories philosophiques différentes. Je cite un sujet pour tout parce que c'est très important, la réflexion sur la profondité et la superficialité. Je venais d'une civilisation dans laquelle c'était très clair, la profondité, c'était le lieu de la vérité, de la sagesse, du savoir. Profondeur, hein, donc. La profondeur, excusez-moi. La profondeur. Et la surface, c'était le lieu de savoir inutile, un peu fragile. Donc, et c'était tout comme ça. C'était un amour superficiel. Bon, un amour profond. Et donc, je viens de cette civilisation-là. Et m'a beaucoup aidé d'étudier les mécanismes de la révolution numérique, m'a beaucoup aidé à comprendre que la profondeur elle-même, c'est une catégorie mythologique créée par le romantisme, pratiquement, et qu'aujourd'hui, elle dénote, nomme quelque chose qui c'est un espace dans lequel on ne va plus. C'est pas là que nous avons la tendance à vivre. Et nous avons un peu amené le sang de l'existence sur la surface. Et ça, c'est une question philosophique très compliquée. Moi-même, je l'étude parce que ça me passionne, mais au-delà de comprendre que quelque chose a changé complètement, c'est difficile. Mais là, ce sont des catégories philosophiques à la fin, très simples, et aussi, il y a des aspects, des nuances de l'expérience que la civilisation numérique a amené en surface. Et maintenant, nous les voyons.
Par exemple, il y a ce chapitre qui c'est plutôt philosophique sur la reconstruction, la réinvention du tout, de la catégorie du tout. Là, il y a des marges de réflexion encore très grandes. J'ai juste un peu eu une intuition de quelque chose, mais on devrait aller vraiment jusqu'au bout dans cette réflexion. Je crois que nous pourrions deviner quelque chose d'important sur le futur. Et donc, oui, je vois déjà que la philosophie est changée. La philosophie, si je peux, Monsieur Kocha, dire cette chose, à mon opinion, c'est d'une certaine façon bloqué. J'ai étudié philosophie quand j'étais jeune. Et après ça, j'ai vu vraiment une discipline complètement bloquée. Il ne restait rien à penser, sinon ce qu'il avait dit l'autre le jour avant. Donc, complètement bloqué, crash. Et maintenant, quelque chose est arrivé. Et dans les dernières années, tu vois apparaître des livres qui sont de philosophie et qui ont vraiment des questions complètement différentes, qui ont une idée de savoir complètement différente. Et je crois que la révolution numérique a eu un rôle dans tout ça. Et là, il y a une sorte de renaissance de la fierté philosophique et du rôle des philosophes dans notre vie. Et ça ne vient pas comme ça. C'est un effet, je crois, du paysage plus complexif. Ben, merci beaucoup, Alessandro Barico. Moi, je suis très content que vous ayez terminé par ça, parce que c'est vrai que dans votre travail, qu'on a beaucoup apprécié, évidemment, dans le cadre du jury du prix européen de l'essai, il y a toute cette réflexion sur celle de l'arpenteur qui va en surface et celui de l'archéologue qui creuse. Et c'est justement à la jointure de ces deux dimensions, et le chapitre que vous avez mentionné est tout à fait brillant. Mais on n'a pas le temps de continuer avec des éloges. J'aimerais remercier Emmanuel Ecocha qui était en ligne et qui nous retrouvera ce soir lors de la cérémonie. Merci Emmanuel d'avoir été là. Isabelle Collet, merci beaucoup pour votre contribution. Et comme on fait à la télévision, je rappelle votre ouvrage, Les oubliés du numérique, un ouvrage très complémentaire par rapport à la perspective adoptée par Alessandro Barico. Isaac Panté, bonne chance pour vos travaux d'écriture qui vont vous occuper un bon moment grâce au prestigieux prix que vous avez reçu. Et puis merci évidemment Alessandro Barico d'être parmi nous aujourd'hui. Et merci à tout le monde. Merci Isabelle. Merci.